passionné de géospatial, enseignant-chercheur à l'Institut des sciences de la Terre, directeur du laboratoire de télédétection appliquée, Dr Gayan Faye est l'invité d'ITech ce dimanche sur iRadio. À quand le lancement du premier satellite sénégalais dans l'espace? Où en est-on dans les derniers réglages techniques et institutionnels? Quelle utilité stratégique et géopolitique pour Dakar? Quelle gestion digitale de la grosse question des inondations? Quelle importance des données géospatiales pour le monde rural? C'est un docteur Gayan Faye, la tête dans les étoiles, mais avec les pieds plus que jamais sur terre, que vous retrouvez dans ITech ce dimanche 12 juin 2022, après les éditions de 7h et 12h. ITech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Merci d'être au rendez-vous sur iRadio. Ce dimanche, ITech a le plaisir de vous revenir avec Gayan Faye. Bonjour. Bonjour Ousmane. Merci infiniment d'avoir accepté d'être notre invité ce dimanche sur iRadio dans l'émission ITech, qui est l'émission du secteur. Aujourd'hui, l'occasion pour nous, depuis 3 ans maintenant, ou plus de 3 ans, de dire merci à l'ensemble de ces acteurs qui nous suivent et cerise sur le gâteau, qui sont très exigeants. Et ça nous permet, nous, de nous améliorer et d'améliorer régulièrement la qualité de cette émission que nous voulons bien sûr performante au profit du Sénégal, au profit de l'Afrique, parce que nous restons convaincus qu'il faut mettre en avant toujours et en tout lieu l'utilité, bien entendu, des technologies de l'information et de la communication. À quelques semaines de l'hivernage, nous allons parler hivernage justement, mais vu d'un homme de sciences comme vous, un homme des sciences géospatiales, nous allons revenir un peu sur la gestion digitale des inondations, avec bien sûr de la prévention derrière. Nous y reviendrons. Nous parlerons d'agriculture également. Je pense que ça tombe bien, puisqu'on songe un peu aux premières précipitations, quoique on soit déjà servi, notamment dans le sud du pays. L'occasion aussi pour nous de faire un coucou à nos auditeurs au sud du pays, en Casamance. Très rapidement, pour vous présenter Dr Gayan Faye, enseignant-chercheur et directeur du laboratoire de télédétection appliquée de l'Institut des sciences de la Terre, l'IST de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes par ailleurs coordonnateur du programme spatial du Sénégal, porté par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et je signale aussi aux auditeurs que ce numéro fait suite à un autre où nous avions reçu le monsieur spatial de l'Union africaine, comme je l'appelais, docteur Tidiane Ouattara, l'Ivoirien, qui pilote donc le programme espace de l'UA, l'Union africaine. Très rapidement, une première question pour entrer de plein pied dans cette émission. En même temps, c'est une information à l'endroit de nos auditeurs. Dernièrement, il s'est passé un atelier de 2 jours au Sénégal sur les sciences géospatiales, et pour la première fois, cela a aussi mobilisé des experts européens de la question. Comment expliquer un tel intérêt pour l'espace, je dirais pas sénégalais, parce que l'espace est universel, même si on parle d'espace européen ou pas, mais comment expliquer un tel intérêt vis-à-vis du Sénégal? Voilà, merci beaucoup Ousmane. Je salue d'abord les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Et ça fait un grand plaisir aujourd'hui d'être avec toi pour parler vraiment d'un sujet qui me tient à cœur, le spatial. Tout d'abord, je voulais faire peut-être une petite précision. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons le programme spatial sénégalais qui a démarré et sur lequel on travaille. Et on compte lancer le premier satellite sénégalais d'ici 1 an et demi. Mais ça fait rêver ça, le premier satellite sénégalais, je souligne bien sénégalais. Voilà, c'est le premier satellite sénégalais, donc on va lancer d'ici 2 ans, dans moins de 2 ans, excusez-moi, et qui sera fabriqué par des Sénégalais. Vous êtes sérieux? On n'est plus au mois d'avril? Non, on est au mois de juin, on n'est plus au mois d'avril, c'est pas un poisson d'avril, c'est une réalité. On a une équipe qui travaille là-dessus actuellement, donc je pense qu'on va revenir en détail sur ça. Mais pour revenir un petit peu sur ta question par rapport à l'événement qui a eu lieu ici la semaine passée, en fait, c'était un événement autour du géospatial, l'utilisation des données géospatiales pour vraiment soutenir le développement. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui, l'espace est devenu, en tout cas, un outil incontournable pour soutenir notre développement. J'ai l'habitude de dire aux gens,
dites-moi ce que vous faites, je vous dirai qu'est-ce que l'espacial peut vous apporter. Pour vous dire que dans tous les domaines de la vie, l'espacial a son rôle. Malheureusement, souvent c'est méconnu, on l'utilise, mais c'est méconnu. L'exemple le plus simple, c'est que tout à l'heure, en venant, je vous ai demandé de me partager votre position. Vous m'avez partagé votre position, j'ai demandé à personne, j'ai roulé jusqu'à devant la radio. Ça, c'est grâce aux données géospatiales que je l'ai fait. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'applications dans le spatial. Alors, l'atelier de la semaine passée avait regroupé les experts au niveau national qui travaillent dans le domaine, que ce soit dans le secteur académique, que ce soit l'État, que ce soit dans le secteur privé. Mais en plus de ça, il y avait aussi des acteurs européens, notamment français, qui avaient participé à cette réunion, qui a permis, d'une part, de présenter l'état de l'art. Aujourd'hui, où en sommes-nous dans le domaine spatial? Et c'est quoi la réponse déjà, avant de passer aux autres points? Voilà, donc cette rencontre avait pour objectif vraiment de, comme j'ai dit, faire l'état de lieu, mais aussi de voir aujourd'hui comment on peut faire pour tirer le maximum de profit de l'espace pour soutenir notre développement. C'était vraiment la réflexion autour. Et cette réflexion a regroupé un ensemble d'experts au niveau national, au niveau européen. Et il y a eu des conclusions qui sont aujourd'hui en train d'être parfaites pour qu'on puisse les mettre sur la table du décideur. Parce que l'objectif, c'est vraiment que les réflexions qui sont issues de cet atelier, qui ont été vraiment de haute facture, puissent vraiment être utiles pour le décideur, pour l'aider vraiment à prendre les bonnes décisions pour vraiment développer le spatial. Parce que, je le dis, il est important aujourd'hui qu'on développe le géospatial pour soutenir notre développement. Parce qu'il y a un potentiel énorme. Il y a beaucoup de choses que ça peut procurer, ne serait-ce qu'en termes d'emploi, ne serait-ce qu'en termes de services. Oui, au-delà du secteur de la livraison, par exemple, on sait que l'adressage est incontournable quand on parle de livraison, mais au-delà, quelle pourrait être justement l'utilité des données géospatiales appliquées, disons, sur la terre ferme? Je le dis comme ça pour donner un peu une image à l'auditeur. C'est ça que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je dis, dites-moi dans quel secteur vous êtes, je vous dirai ce que le spatial peut vous apporter. Donc tout dépend de nous en fait, de nos besoins. De nos besoins. Si je prends par exemple un exemple simple pour l'agriculture. Aujourd'hui, quand vous parlez de spatial, les gens vous disent que non, on n'a pas besoin de spatial, notre priorité c'est l'agriculture. J'ai dit non, grâce au spatial, on peut mieux gérer notre agriculture. Aujourd'hui, l'exemple que je donne, c'est qu'à la fin de la saison des pluies, vous avez parlé tout à l'heure de la saison des pluies. Aujourd'hui, l'État ne peut pas dire les superficies exactes emblavées. Ça pose problème. À la fin de l'hivernage, l'État a du mal à vous donner les statistiques exactes des superficies qui ont été cultivées, les rendements, et toute la planification que l'État fait après est basée sur ces chiffres-là. Donc, on a besoin d'avoir toutes ces informations pour aider l'État à faire la planification. Si l'État, par exemple, doit faire de la distribution de l'engrais, il doit savoir quelles est les superficies totales qui sont emblavées. Pour la commercialisation, l'État doit aussi prendre des devants, savoir aujourd'hui quels sont les rendements attendus pour pouvoir anticiper. Donc, ça, ne serait-ce que pour ça. Donc, il y a une application sur l'agriculture. Aujourd'hui, on peut suivre, par exemple, l'état des cultures, la maladie sur les cultures. S'il y a des invasions de criquets, suivi des criquets. Le cas, par exemple, de la solution Tolbi, qui va d'ailleurs faire le déplacement à Vivatech, au salon Vivatechnologie à Paris. Oui, effectivement, ça c'est un cas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle de l'agriculture de précision. C'est grâce aux données géospatiales, on peut avoir des informations précises sur l'état des cultures, informations sur les besoins, sur le stress hydrique, sur les maladies des cultures. L'optimisation de la ressource, l'eau, le carburant, par exemple. L'optimisation, par exemple, quand vous allez quelqu'un, je donne un exemple, un agriculteur qui fait de l'arrosage de son champ, il a besoin et qui fait de l'épandage d'engrais. S'il a de bonnes informations, il peut optimiser la ressource, l'eau. Il peut optimiser son engrais. Et ça, c'est de l'économie. Non seulement c'est de l'économie, mais aussi ça va impacter sur les rendements, ça va impacter sur la productivité de son champ. Et ça, grâce aux données géospatiales, on peut le faire. Donc ça, c'est un exemple que je donne. Aujourd'hui, il y a une autre chose. Vous avez parlé de l'hivernage avec la cyclone des inondations aujourd'hui à Dakar. Grâce aux données géospatiales, on peut gérer ça. On reviendra sur les inondations
parce que ça ne peut pas être un petit axe. Au Sénégal, c'est une grosse problématique annuelle, donc qui revient chaque année, chaque hivernage. Mais j'aimerais qu'on reparle un peu de notre premier satellite qui va être lancé, vous dites bien, dans moins de 2 ans. À quoi est-ce que ça va ressembler? C'est important qu'on s'arrête un peu d'un point de vue image quand on parle du montage d'un satellite. C'est quoi les principales étapes? Ça se passe comment? Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années de cela, le spatial coûtait trop cher, demandait beaucoup de ressources humaines et demandait beaucoup de temps. Parce que c'était des gros satellites qui étaient très difficiles à mettre en place, qui demandaient beaucoup de ressources. Aujourd'hui, il y a le New Space. Le New Space, c'est quoi? C'est avec la miniaturisation des outils. Donc, on va vers des satellites de petite dimension, mais qui permettent de faire la même chose, ou en tout cas, qui faire beaucoup de choses. Et le premier satellite sénégalais, on l'appelle un 1U. Satellite 1U, c'est vraiment un tout petit satellite qui fait à peu près quelques centimètres sur quelques centimètres. Okay? Mais ça permet de faire beaucoup d'applications. Nous, le premier satellite qu'on va lancer, ça sera un 1U, mais qui nous permettra de tester un certain nombre d'applications. Ça veut dire que ces applications-là qu'on va tester au niveau national nous permettront dans la deuxième mission, parce que la mission, ce ne sera pas un seul satellite. Le premier sera lancé en fin 2023, mais on prévoit de lancer un autre en 2024, en 2026, et ainsi de suite. Mais quand vous parlez d'application, soyez un peu précis, s'il vous plaît. Alors, exemple, pour ce premier satellite, je vais vendre un peu la mèche. Aujourd'hui, on est en train de travailler avec 3 utilisateurs finaux, à savoir l'OLAC, à savoir la DGPRE, à savoir la NACIM, à savoir, il y a un autre qu'on est en train de démarcher, mais qui n'est pas encore, qu'on n'a pas encore embarqué. Et donc, ce premier satellite leur permettra aujourd'hui, les différentes stations de mesure qu'ils ont sur le terrain, de pouvoir les connecter au satellite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu qu'ils se déplacent sur place pour récupérer les données, le satellite, quand il passe, va se connecter à l'ensemble des stations pour aspirer toutes les données et transférer ça dans la base de données via une antenne de réception au sol. Et ça, ces données seront maintenant stockées dans le data center à Diamniadio, qui est un data center de l'État du Sénégal. Et donc, ils pourront y accéder avec le centre de calcul pour faire leur calcul et pour faire leur travail. Donc ça, c'est vraiment une première application qu'on va faire pour ce satellite. Aussi, ça permet aussi à nos jeunes l'apprentissage scientifique, parce qu'on a des jeunes qui viennent d'être formés dans la fabrication de satellites. Ça sera leur premier satellite, donc ça sera un apprentissage. Et ça nous permettra aussi de pouvoir mieux maîtriser cette technologie pour que demain, qu'on puisse avoir une certaine autonomie. Bien vrai que l'autonomie totale dans le domaine spatial, ça n'existe pas. Même les grandes firmes, les grandes agences spatiales comme la NASA ou l'Agence spatiale européenne ont toujours certaines dépendances. Mais au moins, avoir une certaine maîtrise de la chose pour aspirer vraiment à pouvoir faire son propre programme, pour pouvoir faire beaucoup de choses. On parle beaucoup de partage ou de mutualisation des infrastructures dans les télécoms. Pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas dans le monde des satellites? Pourquoi est-ce que chaque pays veut avoir son satellite? Alors, il y a 2 choses qu'il faut savoir. C'est qu'aujourd'hui, il y a, vous avez dit tout à l'heure, il y a l'Union africaine qui a créé l'Agence spatiale africaine, dont le siège est en Égypte. Mais aussi, néanmoins, chaque pays aujourd'hui est en train de se battre pour entrer de plein pied dans l'espace. Parce que l'Agence spatiale africaine sera le grand chapeau, mais chaque pays aussi aura ses besoins. Mais néanmoins, il est important de... Mais on peut aller dans l'espace, on peut aller dans l'espace différemment. On peut installer un satellite, on peut y faire un tour, un détour, un retour. Qu'est-ce qui fait que forcément on doit avoir son satellite en fait? Pourquoi est-ce que ça doit être l'option qui ressort le plus? Alors, c'est pas forcément on doit avoir son satellite. Parce qu'il faut savoir que le satellite, quand il tourne, il va passer au-dessus de tous les pays. Donc la mutualisation revient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays africains ne sont pas encore entrés dans le spatial. Est-ce que nous, au Sénégal, on va rester les bras croisés et attendre que les pays s'accordent et qu'on travaille ensemble sur un satellite africain? Ou bien est-ce qu'on va commencer à travailler, sachant que demain, on est appelé à collaborer avec les autres pays pour faire des choses ensemble? Je donne mon exemple. Djibouti aujourd'hui sont en train de travailler sur un satellite identique au nôtre.
J'ai rencontré le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur de Djibouti il y a 2 semaines au Portugal. On a discuté et on est en train de travailler ensemble pour pouvoir faire une collaboration parce que c'est 2 satellites qui vont tourner et donc on va mutualiser nos forces. Demain, s'il y a un autre pays qui veut lancer un satellite, qui veut collaborer avec nous, on va discuter et puis voilà, on va mutualiser. Ça nous permettra de mutualiser et plus petit à petit, ça nous permettra demain de pouvoir disposer d'une constellation africaine qui va servir à beaucoup de pays. Parce que comme je dis, le satellite qu'on va lancer, il ne va pas rester éternellement au-dessus du Sénégal. Il va tourner autour. Les services qu'il va fournir à l'État du Sénégal, pourquoi pas demain discuter avec un autre pays, le Mali, le Burkina, le Niger, pour qu'ils puissent bénéficier de ces services. Ça nous permettra de mutualiser les forces. Donc l'espace aujourd'hui est devenu démocratique. Mais néanmoins, même si c'est démocratique, le mieux c'est d'aller ensemble. Les grands ensembles vont toujours dominer le monde du spatial. C'est l'ère des grands ensembles. Des grands ensembles. Oui, mais permettez-moi quand même de revenir un peu sur ce satellite. Je sais que ça vous étonne un peu parce que pour vous c'est très évident, ce n'est pas le cas pour nos auditeurs. Je parlais dans un premier temps disons d'aspect physique. Un satellite, il ressemble à quoi? Sinon, première question là-dessus, il est où ce projet de satellite actuellement? Il est hébergé où? Alors, on a envie de toucher du doigt la question qui reste aérienne pour le moment. Je vais vous expliquer un petit peu le projet, comme ça peut-être ça sera beaucoup plus clair. Alors, l'État du Sénégal a décidé d'entrer dans l'espace. Pour cela, nous avons dans un premier temps dit la base de toute chose, c'est vraiment les ressources humaines, la formation de ressources humaines capables de porter ce projet. Parce qu'on avait la possibilité d'aller discuter avec des firmes, acheter un satellite, lancer et lui donner le nom du Sénégal. Mais ce n'est pas l'idéal, parce que ça, ce n'est pas viable. On a dit on va former des ressources humaines. Maintenant, pour former ces ressources humaines, on ne va pas réinventer la roue. On ne va pas rester, par exemple, 30 ans à chercher. Il y a des gens qui sont restés 30 ans, 20 ans à faire des choses qu'ils les maîtrisent aujourd'hui. Donc, on va aller vers ces gens-là pour faire de la collaboration avec eux. Et c'est dans ce cadre qu'on a eu une collaboration avec le Centre spatial universitaire de Montpellier, qui est le premier centre, qui a lancé le premier CubeSat français et qui fête ses 10 ans le 29 juin. Donc, on a collaboré avec ce centre spatial et on a envoyé là-bas 8 ingénieurs et 5 techniciens qui ont été formés sur la construction d'objets spatiaux et qui sont excellents aujourd'hui, qui sont cotisés par des grandes firmes internationales. Et ces jeunes-là ont commencé aujourd'hui à designer le premier CubeSat. Et la première phase d'étude de faisabilité, d'étude des besoins est presque bouclée. Ce qui fait qu'à partir de septembre, la construction physique va démarrer. Et elle se construit comment, un satellite? C'est comme quand on construit un téléphone, on construit tout objet électronique. C'est vraiment un assemblage de beaucoup de composants, tout ça. Ça, c'est vraiment maintenant. Mais après, il y a des programmes, des algorithmes qui sont intégrés à l'intérieur pour que ça fonctionne. Après, il est lourd, un satellite? En fait, nous, le 1U, c'est pas lourd. Je pense que si vous avez vu... il y a une photo que j'ai partagée il y a quelques semaines. J'avais la maquette du premier CubeSat sénégalais entre mes mains. Donc, c'est pas lourd, c'est 1U. Mais, ce 1U, comme j'ai dit, dans la deuxième phase, on va aller vers un satellite beaucoup plus grand. 6U, 12U, 24U, ainsi de suite. Jusqu'à pouvoir faire de gros satellites qui nous permettront vraiment d'être beaucoup plus fonctionnels. Donc, pour devenir, donc, ces jeunes-là, donc, à partir du mois de septembre, ils vont commencer la construction du satellite. C'est-à-dire que l'assemblage, l'intégration des algorithmes, voilà, tout ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il faudra intégrer à l'intérieur. Et après cela, donc, à partir du mois de mars, on va installer la station de réception au sol au niveau de Diamniadio, qui va se connecter au satellite. Donc, on l'installe au mois de mars pour avoir le temps de tester ça sur d'autres satellites, pour que ça marche, tout ça. Et le lancement de ce satellite, dès que la construction sera bouclée, il y aura les phases de test. Parce que comme c'est un objet qu'on envoie dans l'espace, et dès que c'est envoyé dans l'espace, on n'a plus la main dessus. Donc il y a toute une batterie de tests qu'il faut faire pour être sûr que le satellite est fonctionnel, tout marche. Mais il faudra quand même avoir la main dessus pour qu'il ne nous retombe pas sur la tête. Non, quand je dis on n'a plus la main, ça veut dire qu'on ne peut plus visser un truc ou truc, mais néanmoins, le satellite,
il correspond tout le temps avec la station au sol. Et donc, on peut donner des instructions au satellite pour orienter sa caméra ou pour envoyer d'autres informations. Mais ça veut dire que physiquement, on n'a plus accès à ce satellite. S'il y a un problème physique, on ne peut plus le gérer. Donc, c'est pour ça. On fait comment alors? On peut perdre le satellite parce que c'est pour ça un satellite a une durée de vie. Un satellite a une durée de vie. À un certain moment, vous entendez que le satellite a fait 2 ans, après il est mort. Parce que peut-être il y a une défaillance technique quelque part qu'on ne peut pas réparer, donc il est perdu. Et après, on le placera à quelle orbite? Alors, on va le placer en orbite héliosynchrone, à peu près à 500 km au-dessus de nos têtes. Donc, mais l'orbite exacte n'est pas encore fixée. Définie, oui. Dépend des besoins. Aujourd'hui, c'est pour ça que je dis on est en train de faire l'étude des besoins. Donc, en fonction des besoins, c'est en ce moment que les jeunes vont calculer maintenant l'orbite optimale, le nombre de passages, et ainsi de suite, pour vraiment fixer tout ça. Et on le fixe comment? Techniquement? Non, techniquement, en fait, c'est le lanceur. Ça veut dire que quand tu fabriques ton satellite, tu fixes, par exemple, l'orbite, la hauteur, la fréquence et tout ça. Et ces caractéristiques, c'est le lanceur, tu donnes ça au lanceur. Et le lanceur, parce que... Le lanceur, ça veut dire quoi? Alors, au-delà du verbe lancer... Le lanceur, en fait, c'est les agences qui ont des fusées. Par exemple, si vous entendez la fusée Ariane. Ça fait avec la fumée que ça dégage? Voilà, c'est ces grosses machines-là qui, avec beaucoup de feu et beaucoup de fumée, que ça décolle. Il y a SpaceX aussi avec l'américain Elon Musk. Mais on ne peut pas installer, déposer le satellite quelque part dans l'espace au moyen d'un avion? Non, parce que l'espace, c'est au-delà. L'avion vole tout à fait. Environ à 11 km, 11-12 km maximum. Donc, le satellite, c'est à 500 km. Donc, c'est impossible. Maintenant, il y a la Station spatiale internationale, à partir de laquelle aussi il y a un module qui est développé par les Japonais. Je vois que Thomas Pesquet s'invite un peu dans ce numéro. Oui, c'est ça. Parce qu'à partir de cette station-là, il y a un module que les Japonais ont fabriqué qui permet de lancer des CubeSats. C'est qu'on place le CubeSat là-bas et après il libère le CubeSat et puis il va continuer sa trajectoire autour de la Terre. Mais les fusées, c'est que quand il décolle, après, à chaque niveau, il va lâcher des satellites. Ok, en fonction des orbites et tout ça. Et donc ces satellites, maintenant, quand ils sont lâchés, ils vont maintenant continuer à faire la rotation autour de la Terre. Et comment éviter le télescopage entre différents satellites? Bon, parce qu'il y a des normes. Il y a l'UNOSA qui gère tout ce qui est enregistrement des objets spatiaux. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les lois, parce que le Sénégal doit avoir sa loi spatiale. Donc, les lois autour du spatial permettent de gérer tout ça. Il y a vraiment l'UNOSA qui réglemente tout ça. Ce qui fait que quand vous lancez un objet, vous déclarez ça auprès de l'UNOSA, pour que toutes les agences puissent savoir que vous avez un objet qui tourne à tel... Comme c'est le cas un peu avec les avions quand on parle d'espace. Voilà, c'est comme les avions. Il y a beaucoup d'avions dans l'espace, mais chaque avion... Et chaque pays dispose de son espace à lui, c'est bien cela? Malheureusement, non. Ça veut dire que aujourd'hui, si vous voulez lancer, il faut faire des déclarations, voire maintenant... La disponibilité, parce que l'espace n'est pas aussi infini qu'on le pense. Mais l'espace est très vaste quand même. Parce que souvent, quand vous voyez les gens caricaturer, mettre le globe et mettre beaucoup de satellites autour... comme mais il n'est pas infini. Oui, c'est pas infini, mais c'est très large quand même. Il y a vraiment beaucoup... Il y a de la place pour tout le monde. Il y a beaucoup de place actuellement. C'est pas un peu comme le foncier à Dakar, c'est différent. Non, c'est pas comme les embouteillages à Dakar. on a encore beaucoup d'espace, donc ça c'est pas un problème. Mais néanmoins, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit que l'Afrique doit se positionner pour occuper sa place, parce qu'il n'est pas question aussi de dire qu'il y a de la place, rester les bras croisés et demain on dit que non, c'est saturé, il faut réserver et tout ça. Donc c'est pour ça que la création de l'Agence spatiale africaine permettra de prendre en charge cette question. Aujourd'hui, l'Afrique pourra dire, écoutez, nous, le spatial n'est pas encore développé chez nous, mais on prévoit d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, un développement du spatial avec des lancements, beaucoup de lancements. Donc, il faut aussi prendre des devants pour réserver vraiment surtout parce qu'il y a aussi le problème des fréquences aussi. Il y a aussi le problème des fréquences. Donc, tout ça, il faut vraiment prendre les devants aujourd'hui pour que demain, qu'il n'y ait pas de surprise.
Oui, on reviendra aussi sur les incidences dans le monde des télécommunications, dans le monde des médias. Comment est-ce qu'aujourd'hui on devrait avoir un satellite qui impacte un peu, disons, une bonne qualité des contenus dans nos médias? On y reviendra. Une question rapide avant la pause, comme nous sommes maintenant à 25 minutes avant le journal en Wolof. Très rapidement, ce satellite-là, on s'y prépare. Je parle du lancement. Est-ce que vous avez une meilleure visibilité aujourd'hui sur les attentes du Sénégal là-dessus? On en a parlé, les applications, mais au-delà, est-ce qu'il y a des attentes particulières d'un point de vue géopolitique, géostratégique, tout ce qu'on voudra? Ah, bien sûr, du point de vue géopolitique, c'est important parce que ça permet de démontrer déjà la capacité du Sénégal à faire du spatial. Ça, c'est important. Le Sénégal, dans beaucoup de domaines, est leader. En tout cas, s'il n'est pas leader, aussi fait partie des leaders en Afrique de l'Ouest ou même en Afrique. Donc aujourd'hui, lancer un satellite qui n'est pas acheté, mais qui est fabriqué par des Sénégalais, bien vrai, avec la coordination ou bien avec la coopération avec une université de l'expérience. Mais ça, c'est quelque chose de très important du point de vue géostratégique. Mais moi, ce que je vois de plus important, c'est vraiment l'avancée technologique que cela va montrer. Et on ne va pas se limiter à la construction du satellite. Il y aura aussi un centre d'assemblage de satellites à Diamniadio, qui est prévu à Diamniadio, qui sera construit à Diamniadio. Donc tout ça pour vous dire que c'est vraiment un projet qui est très très important pour le Sénégal. Mais c'est un projet quand même qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de ressources humaines et on y travaille. Docteur Gayan Faye, enseignant-chercheur et directeur du laboratoire de télédétection appliquée de l'Institut des sciences de la Terre à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar est notre invité ce dimanche sur iRadio. Une pause, comme annoncé tout à l'heure, de 25 minutes, le temps de suivre les dernières informations de ce dimanche et l'on se retrouve juste après. Tech. Ousmane Gueye sur iRadio. Docteur Gayan Faye, enseignant-chercheur passionné de sciences géospatiales, il est aussi de l'Institut des sciences de la Terre. Je dis bien aussi parce que finalement vous appartenez à plusieurs mondes. Comment on gère un peu ces différentes casquettes? Bon, j'appartiens pour le moment seulement c'est l'enseignement supérieur. Donc. Mais qui est une grosse casquette, c'est un monde justement, comme vous dites. Et effectivement, bon, de toute façon, c'est pas évident parce que effectivement, je suis enseignant-chercheur, donc j'ai des cours à donner, donc j'ai de la production scientifique à faire, j'ai des étudiants encadrés, je dirige un laboratoire. Donc. Et vous avez la tête dans les étoiles aussi. Et je coordonne ce projet, mais bon, de toute façon, partout, moi, ma philosophie, c'est que je mets en place des équipes. Je ne suis pas seul, donc c'est toute une équipe, que ce soit au laboratoire, c'est toute une équipe, je ne fais pas tout seul. Dans le programme spatial aussi, c'est une équipe, je ne fais pas tout seul. Donc, c'est ça qui me facilite. Et je fais confiance vraiment à toutes les personnes avec qui je travaille. Tout à fait. Des personnes qui vivent certainement pour la plupart à Dakar et qui connaissent ces problèmes récurrents, quotidiens, concernant un peu tous ces embouteillages à répétition. Ça vous inspire quoi d'ailleurs? Vous avez quel regard, vous qui êtes du monde géospatial, quand vous observez ces beaux embouteillages à Dakar, surtout les matins à 7h et à 19h le soir en rentrant à la maison? Bon, ça fait mal quand même parce que même moi je suis victime de ces embouteillages parce que souvent je descends un peu tard en rentrant, je suis dans les embouteillages et c'est pas aussi simple. Mais il faut dire aussi que les embouteillages ça existe partout dans le monde. Dans toutes les grandes agglomérations du monde, vous allez à Paris à 18h sur le périphérique, c'est complètement bouché. Vous allez à New York, pareil. Mais cependant, quand même, il y a une façon aussi de gérer cet embouteillage-là. Parce que le malheur, ça, c'est pas vraiment le spatial. Le malheur à Dakar, mais c'est qu'on voit pas de feu rouge dans toute la... Il n'y a presque pas de feu rouge, c'est dommage. Mais aujourd'hui, grâce aux données géospatiales quand même, on peut optimiser beaucoup de choses. Je donne un exemple. Si vous roulez le soir avec votre Google Maps, vous regardez, vous pouvez voir tous les points où il y a des embouteillages. Et ça va vous aider dans l'optimisation de votre parcours. Et aujourd'hui, ces données-là devraient être collectées par l'État du Sénégal, être analysées parce qu'on a des gens qui sont capables d'analyser ces données pour vraiment aider à optimiser
ne serait-ce que pour les infrastructures à mettre en place. Parce que vous voyez souvent, on met en place une infrastructure, par exemple un pont, mais on pense que si le pont va résoudre le problème, mais après le pont, on voit qu'il y a toujours des embouteillages. Pourquoi? Parce que peut-être, je dis peut-être parce que je ne sais pas comment est-ce que les gens, peut-être toutes les données autour du transport, autour des déplacements n'ont pas été collectées, analysées pour voir que est-ce que si on met quelque chose ici, ça va résoudre le problème ou bien il faut le mettre là-bas. Donc je pense que cette analyse-là, elle est très importante pour gérer les embouteillages. Deuxièmement, c'est que notre urbanisation. Quand on fait de l'urbanisation aussi, tout ça, on le planifie. Il y a vraiment cette planification à partir de données géospatiales. On fait toute cette planification qui permet d'optimiser les infrastructures routières. Parce que s'il y a des embouteillages, ça veut dire que les infrastructures routières ne sont pas capables d'absorber tous les véhicules qui passent. Et autre chose aussi, c'est la répartition spatiale des infrastructures de base. Les hôpitaux, les écoles, les universités. Les services. Donc cette répartition dans l'espace aussi, elle est importante parce que si tous les services sont concentrés dans un milieu, tout le monde va aller au même endroit à la même heure. Donc ça, forcément, il y aura des embouteillages. Mais si c'est bien réparti spatialement, donc ça va désengorger. C'est pour ça que j'ai aimé l'idée de Diamniadio. Même si peut-être techniquement... Même si certains géographes disent que Diamniadio c'est encore Dakar et Thiès même c'est encore Dakar. Oui, mais c'est un début quand même. C'est un début de désengorgement de Dakar. Après, si on maîtrise Diamniadio, on peut aller maintenant, parce qu'il faut savoir aussi que la répartition spatiale des infrastructures a un coût. Aujourd'hui, si on avait construit Diamniadio à Diourbel, ça va un coût, parce qu'il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui à Dakar, pour les déplacer, ça va coûter cher. Et il y aura toujours cette interconnexion. Mais il y aura la balance un peu entre les inconvénients et les avantages. Effectivement, il y aura la balance entre les avantages et les inconvénients. Mais je pense que... les inconvénients risquent de l'emporter, c'est ça? Peut-être pas, mais moi je préfère tout le temps faire pas à pas. Aujourd'hui, on fait Diamniadio. On désengorge un petit peu Dakar. On a le TER aujourd'hui. Il y a un projet que le TER aille jusqu'à Thiès, à Mbour, plus tard peut-être à Touba, plus tard peut-être à Saint-Louis. Mais petit à petit, l'autoroute à péage. Maintenant, Thiès, il y a beaucoup de gens maintenant qui passent la nuit à Thiès et viennent travailler à Dakar. On est en train de faire l'autoroute vers Kaolack. Si c'est terminé aussi, ça va faciliter les choses. Et si on a l'autoroute, par exemple, Dakar-Kaolack, pourquoi pas demain, beaucoup de services les désengorger à Kaolack, parce que l'infrastructure sera déjà là. Mais si on déménage beaucoup de choses dans les régions, alors que l'infrastructure routière, les déplacements posent problème, là aussi, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte. Donc, je pense que faire pas à pas, maîtriser Diamniadio, aller vers Thiès, vers Kaolack, ainsi de suite, ça peut être vraiment une très bonne chose. À côté des embouteillages, il y a bien sûr ces fameuses inondations. On en reparle à quelques jours, pour ne pas dire à quelques jours, de l'hivernage. Aujourd'hui, depuis qu'on en parle, depuis que les spécialistes de sciences géospatiales parlent de ces inondations, de la nécessaire gestion numérique de la problématique, qu'est-ce qui a changé, disons en termes d'évolution sur les plaidoyers? Bon, j'ai l'habitude de dire la psychose des inondations. Et cette psychose nous interpelle tous. Je dis, au-delà même des gens qui travaillent dans le domaine géospatial, je dis les scientifiques. En tant que scientifiques, c'est vraiment un problème qui nous interpelle parce que chaque hivernage, on voit des populations, des parents, des chefs de famille qui souffrent. Donc, c'est pas normal. Ça, tout le monde est d'accord. Mais comment gérer ça? Je pense que nous, en tout cas, nous, en tant que scientifiques, on a notre rôle à jouer. Et moi, je ne cesse de le dire à chaque occasion. Les données géospatiales peuvent aider à mieux gérer les inondations, à anticiper sur les inondations. Parce qu'aujourd'hui, je suis heureux d'apprendre que le ministère de l'eau et de l'assainissement a un grand projet de cartographie et d'indication des zones inondables pour au moins anticiper. Mais aujourd'hui, je donne un exemple. À chaque hivernage, s'il y a une inondation, la première chose qui devrait aider les secouristes, c'est de pouvoir circonscrire les inondations, savoir la superficie totale inondée, le nombre de maisons qui se trouvent dans les eaux. Et par ricochet, le nombre de populations qui se trouvent dans les eaux. Parce que s'ils ont cette information-là, ça va aider sur l'organisation des secours. Ça va aider sur vraiment, même si on doit faire des aides et consorts.
Donc ça, c'est important. Deuxièmement, les données géospatiales doivent être utilisées dans la planification urbaine. Si on doit construire une nouvelle ville comme Diamniadio, on doit utiliser toute la donnée géospatiale, la topographie. Après, maintenant, il y a les données scientifiques, le sol, tout ça, parce qu'il y a l'absorption de l'eau. Tout ça doit être mis ensemble, analysé pour voir comment on doit positionner les infrastructures qu'on doit mettre sur place. C'est un plaidoyer qui en rappelle un autre, entendu par Messon la semaine dernière à Dakar. Un expert disait concernant Diamniadio, la smart city entre guillemets ou pas, en disant que les forces de sécurité n'ont pas été associées en amont, alors que des projets comme ça impliquent un fort volet sécuritaire. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui? Non, c'est même au-delà de ça. C'est qu'aujourd'hui, on a des problèmes dans nos villes. Guédiawaye, Diamaguène, Rufisque et tout ça. Les problèmes qu'on a aujourd'hui, il n'est pas normal que dans 20 ans, qu'on retrouve ces problèmes à Diamniadio. Donc on doit apprendre de toutes les erreurs qu'on avait faites à Diamniadio, dans ces villes-là, pour ne pas le répéter. Et pour cela, je pense qu'on a toutes les informations pour le faire. Aujourd'hui, pour faire Diamniadio, on doit associer les gens qui travaillent dans le domaine du géospatial, on doit associer les gens qui travaillent dans l'hydrogéologie, parce que là, il y a la nappe, etc. Aujourd'hui, vous allez à Pékin, il y a des zones où la nappe est affleurante. Donc, on doit associer les hydrogéologues pour étudier l'évolution, la dynamique de la nappe. Les pédologues, ceux qui font de la géophysique, les écologues, tout ça. Ça fait beaucoup de logs, hein? Voilà, ça fait beaucoup de logs. Ça fait beaucoup de logs. Ça veut dire que toute cette connaissance-là doit être mise ensemble pour vraiment optimiser. J'aime bien parler du mot optimiser. Pour vraiment optimiser les infrastructures qu'on va mettre en place. Exemple, quand le terre, vous entendez par exemple dans la construction de terre, qu'il y a beaucoup de populations qui disent que voilà, à cause du terre, on est inondé. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais normalement, quand on installe une infrastructure comme ça, on doit tenir compte du sens des écoulements des eaux, la direction des écoulements, les bassins versants et tout ça, pour que si on doit construire, on puisse toujours laisser les chemins d'écoulement des eaux. Parce que sinon, dès qu'on bloque les chemins, parce qu'il y a beaucoup d'inondations, c'est pas qu'il y a assez de pluie, mais c'est juste qu'on a obstrué. Ce qui fait que l'eau n'a plus où aller, elle va rester sur place et va aller forcément dans les maisons. Donc ça, c'est important. Autre chose, c'est que la surface bâtie, parce que si on a une superficie par exemple de 1 hectare, oui, et on construit par exemple 90% de cette surface-là, c'est-à-dire que c'est seulement 10% qui va accueillir toute l'eau qui va tomber dans cette surface-là. Est-ce que ça aussi, ça ne demande pas de réflexion? Soit on laisse de l'espace pour pouvoir absorber une certaine quantité de l'eau, ou bien on met des infrastructures, des caniveaux qui permettent de collecter ces eaux. Mais pour collecter ces eaux aussi, il faut vraiment tenir compte de la topographie pour que cette eau collectée puisse être versée quelque part où ça ne gêne pas. Donc il y a vraiment toute cette étude-là qu'il faut mettre. Et je vois que le ministère de l'eau quand même commence dans ses réflexions à associer des scientifiques, parce que moi souvent je suis invité à des réflexions. Commence à impliquer des scientifiques à réfléchir, mais vraiment ça demande vraiment un état des lieux. Il faut vraiment revoir ces quartiers-là qui sont inondés, identifier quel est en réalité le problème pour que demain, dans les nouvelles villes, qu'on ne reproduise pas la même chose. Est-ce que des plaidoyers comme ça, ils arrivent, est-ce que vous en faites part au ministère concerné? Je parle par exemple du ministère de l'hydraulique. Moi, à chaque occasion, j'en parle. Qu'aujourd'hui, la gestion des inondations doit se faire en associant les scientifiques. C'est important. Et je l'ai dit en personne au ministère de l'eau et de l'assainissement. Donc on a eu à communiquer, je lui ai expliqué mes idées. Donc on a même le directeur des inondations, maintenant souvent on se parle au téléphone et donc je lui donne mes idées. Mais c'est important. On ne peut pas gérer ces questions-là sans pour autant associer les scientifiques. Parce qu'on doit faire des études très approfondies sur vraiment la question. C'est ça qui va nous permettre de prendre en compte un certain nombre de problèmes, un certain nombre de paramètres qu'on néglige. Parce qu'il y a certains paramètres, on peut les négliger en pensant que ce ne sont pas importants, alors que c'est des paramètres fondamentaux. Mais ça, pour le savoir,
il faut vraiment des études scientifiques très avancées. Et ça, c'est les scientifiques qui peuvent le faire. Oui, les scientifiques et les start-upers, même si vous allez me dire que ce sont des scientifiques avant tout, comment est-ce que des acteurs comme ça devraient être écoutés, entendus par nos officiels? Je parle de tous ces jeunes innovateurs, jeunes ou pas très jeunes, mais en tous les cas qui s'illustrent dans des solutions innovantes pour aider à la prise en charge d'un certain nombre de problématiques, les inondations entre autres. Il faut les mettre ensemble. C'est-à-dire qu'il faut mettre ensemble les scientifiques, les innovateurs, start-up et les décideurs. C'est-à-dire que ces trois segments-là doivent se mettre ensemble. Le décideur, il est là pour décider, pour avoir la bonne information. Parce que s'il n'a pas la bonne information, il ne peut pas prendre la bonne décision. Le scientifique est là pour prendre son temps, creuser, voir les problèmes et tout ça. Le privé, l'innovateur est là maintenant pour prendre les connaissances produites par les scientifiques pour en faire des solutions, des services. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, au niveau de Sokone, notre laboratoire est en train d'exécuter un projet de recherche autour de la ville de Sokone sur l'utilisation des données géospatiales, mais aussi d'autres données pour comprendre l'impact de l'érosion hydrique sur la mangrove, sur les écosystèmes de mangrove, sur la navigabilité des borons, mais aussi sur les ressources halieutiques autour de la ville de Sokone. Et donc ça, c'est un certain nombre de scientifiques qui sont regroupés, qui sont en train de faire cette étude-là, et que ça permettra de mieux comprendre le phénomène. Et en comprenant le phénomène, ça permettra aux décideurs de dire « Ok, je comprends maintenant le phénomène, pour le résoudre, voilà exactement ce que je vais faire. » Et je discutais, la semaine passée, j'étais là-bas, je discutais avec un agent de la mairie, il me dit « Mais il paraît qu'à Fatick, on a dragué, mais à chaque fois qu'on drague, le sable revient. » Je dis « Mais parce que peut-être, on n'a pas fait l'étude sur la provenance de tous ces sédiments-là. » Parce que si on n'a pas fait l'étude de la provenance des sédiments-là, on peut draguer, mais ça revient. Mais si on comprend où vient le sédiment, il faut les fixer là-bas pour que maintenant, quand on drague, ça ne revient plus. Mais on examine un peu la source du mal, en fait. La source du mal. Il faut examiner la source du mal pour vraiment bien le prendre en charge. Quelle formation d'ailleurs pour nos élus locaux? Il n'y a pas que l'État central, il y a les communes également très affectées quand on parle de ces inondations. Quelle formation pour des acteurs comme ça? Non, formation ou sensibilisation? Je dirais plus une sensibilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça veut dire que les acteurs doivent se mettre ensemble pour savoir, pour mieux identifier le problème, savoir qui est capable de faire quoi. Parce que je le dis souvent, dans nos universités, on a des savants, on a des gens qui font d'excellentes choses, mais que souvent, ce n'est pas connecté avec la réalité du terrain. Parce que pourquoi? Peut-être ils ne connaissent pas les problèmes réels du terrain. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas orienter carrément la recherche dans ce problème. Ou bien ils ont des solutions, mais que le décideur ou la start-up qui peut les transformer en service ne connaît pas. Donc ce qui fait que ce link permettra aux chercheurs de connaître exactement les problèmes et d'orienter leur recherche vers. Parce que moi je suis pour une recherche appliquée pour résoudre nos problèmes, pas pour une recherche. Bien vrai que la recherche fondamentale est importante, mais il faut allier les deux. Donc ça permettra aux chercheurs de mieux identifier les problèmes et orienter leur recherche vers. Et les résultats de leur recherche, les innovateurs qui sont les privés pourront les prendre, les transformer en services pour résoudre maintenant le problème. Et ces services-là vont aider maintenant le décideur à prendre la bonne décision. Donc si on fait vraiment ce link-là, on peut résoudre beaucoup de problèmes, pas seulement les inondations, mais d'autres problèmes. Mais parfois, on a l'impression que c'est un peu paradoxal. En tant que ministère, on doit aller vers les solutions pour aider un peu à la prise en charge des problématiques que vous et moi avons listées tout à l'heure. Mais c'est souvent l'inverse qui se produit. C'est souvent les start-upers qui vont vers les décideurs. Et souvent, la connexion, elle se passe difficilement. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être une faible conscience des enjeux digitaux autour de ces questions. Peut-être ça peut être dû à ça peut être aussi dû à un manque de communication. Parce que est-ce que le décideur est au courant de toutes ces innovations? Je ne sais pas. C'est aussi il faut une bonne communication. Est-ce que ce n'est pas après tout son rôle de s'informer?
Peut-être c'est effectivement son rôle de s'informer d'ailleurs, mais vous savez que les décideurs, il a 1000 choses. Ils doivent décider, ils n'ont pas le temps. Ils doivent décider. Il doit décider. Si vous êtes là en train de réfléchir, peut-être les populations sont en train de taper parce que peut-être le courant est coupé dans le centre de santé. Oui, mais est-ce que ce n'est pas ça notre problème finalement? Comme le dit le professeur Abdoulaye Cissé, on manque de prospective. Est-ce qu'on se projette suffisamment d'ailleurs? Pour vous qui êtes dans le monde scientifique, est-ce qu'on se projette pour dire Dakar en 2050? Voici comment, à quoi devrait ressembler la situation côté circulation, par exemple. Est-ce que des études comme ça, des projections comme ça, est-ce que ça intéresse le Sénégal? Ça doit l'intéresser. Est-ce qu'ils le font? Je ne sais pas. Mais parfois, je me dis que non. Parce que parfois, vous voyez, par exemple, dans une agglomération, quelques années après, on casse des maisons pour élargir une voie. Ça veut dire qu'au moment où on construisait cette voie-là, on n'a pas projeté pour dire que dans 20 ans, dans 30 ans, on risque d'avoir des problèmes. Moi, par exemple, en parcourant l'autoroute à péage d'ici à Diamniadio, j'ai fait un constat qui m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai dit, tous les ponts, en tout cas la majeure partie des ponts qui enjambent l'autoroute à péage sont limités exactement à la largeur de la chaussée. C'est-à-dire que demain, si l'autoroute à péage, s'il y a beaucoup de trafic et de 3 voies, on va passer à 4 voies ou de 2 voies, on va passer à 2 fois. Si on voulait élargir, on va casser beaucoup de ponts. Essayez demain, une autre fois quand vous passez sur l'autoroute, regardez l'ensemble des ponts qui enjambent l'autoroute. Le jour où on voudra élargir l'autoroute, on va casser presque tous les ponts. Est-ce que c'est normal? C'est une question que je me pose. Donc, c'est ça qui fait dire que est-ce qu'on prend la prospective vraiment quand on fait des études ou quand on fait des réalisations? Et c'est important. Aujourd'hui, le BRT qu'on est en train de faire, on a cassé beaucoup de choses. Est-ce que les gens qui ont lotissé ça, ils pouvaient dire que, ok, demain, c'est pour ça, heureusement que la VDN, on a une large. J'ai aimé les gens qui ont vraiment pris la décision de laisser ce grand boulevard, parce qu'aujourd'hui, on peut mettre beaucoup de choses. Dans certains quartiers, si vous allez à Yembol, si vous allez à Kermassar, par exemple, je prends le cas de Kermassar, regardez le rond-point Kermassar. C'est trop exécuté actuellement. Vous prenez la route qui part du rond-point Kermassar pour aller vers Rufisque. Pareil, les maisons sont à bord du large. Si demain on veut élargir cette route-là, on sera obligé de beaucoup casser, ça va coûter beaucoup. Ça fait beaucoup de dommages. Donc cette vision prospective, elle est importante. Mais pour faire cette vision prospective, il faut prendre un certain nombre de données sur l'existant, sur les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Pour se projeter. Pour dire que demain, si je dois faire quelque chose, je dois prendre en compte parce que dans telle localité, je l'ai fait. Voici les problèmes que je rencontre aujourd'hui et je ne veux pas avoir ces mêmes problèmes demain. Docteur Gayane Faye, enseignant-chercheur et directeur du laboratoire de télédétection appliquée de l'Institut des sciences de la Terre à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, autrement dit à quelques mètres de iRadio, est notre invité ce dimanche sur iRadio dans l'émission ITEC. Il nous reste quelques 4 à 5 minutes. J'aimerais qu'on consacre cela toujours à l'eau un peu dans le monde rural, notamment l'agriculture, même s'il y en a à Dakar également, soit signalé au passage. Aujourd'hui, on a consacré quelques minutes à cette problématique dans la première partie, mais j'aimerais qu'on revienne parce que c'est une question aussi immense que le monde rural lui-même. Aujourd'hui, comment est-ce que l'agriculteur devrait être formé et sensibilisé pour savoir que leur cours aux données géospatiales peut lui être très très utile? Ça, c'est très important. Et l'exemple le plus simple que je vais donner, c'est qu'aujourd'hui, il a plu dans beaucoup de localités avant la fin du mois de mai, ce qui est très très rare. J'ai discuté avec un vieux la dernière fois, il me disait que je pense il y a 50 ans, on n'a pas eu ce cas-là dans la région de Kaolack. Et comment d'ailleurs vous l'expliquez, vous qui connaissez un peu les secrets des cieux? Bon, je ne suis pas expert en changement climatique, mais je côtoie beaucoup les gens qui travaillent dans le domaine des changements climatiques. Mais ça, c'est dû au changement climatique. Je dis même au bouleversement climatique. C'est une bonne chose que l'hivernage arrive avant l'heure, en quelque sorte. C'est une bonne chose? Bon, en tant que cultivateur, je dis que ce n'est pas une très bonne chose. Parce que déjà, les cultivateurs sont pris au dépourvu. Ne serait-ce que pour préparer les champs,
faire les semences avant saison et tout ça. Il y a beaucoup de cultivateurs qui ne l'ont pas fait, qui sont pris au dépourvu. Oui, mais là encore, prospective ou projection, on devrait savoir en partant des données géospatiales dont on parlait tout à l'heure que l'hivernage pourrait s'installer un peu plus tôt par rapport à l'année précédente. Ça, la météo l'a fait. Parce que moi, j'ai appris de la météo depuis, je pense, le mois d'avril. Il disait que cette année, on aura des pluies très tôt. Très bien, alors. On a beaucoup d'eau aussi. Donc, ça veut dire que inondation. Donc, et pour revenir, ça veut dire que ces informations qui sont produites doivent être rendues digestes et faire en sorte que ces données puissent accéder aux décideurs finaux. D'ailleurs, l'atelier de la dernière fois, on vous a présenté le hub d'innovation technologique qu'on est en train de mettre en place. Et ce hub d'innovation, c'est quoi? C'est pour faire en sorte que les données géospatiales, les connaissances qui sont produites à partir de ces données géospatiales, soient ramenées à un niveau très digeste, mais aussi de mettre en place des canaux de diffusion pour que les décideurs finaux, en tout cas les acteurs finaux, puissent recevoir ces données. Et donc, ce hub d'innovation technologique va travailler sur les régions centre et sud dans un premier temps, mais après cela élargi sur l'ensemble du Sénégal, pour que toutes ces informations qui peuvent aider à l'agriculteur, pour qu'il puisse prendre des bonnes décisions, pour qu'il puisse anticiper sur beaucoup de choses, qu'il puisse les avoir. Je vois des programmes d'ailleurs chez les start-upers, des programmes en Wolof, mais est-ce que le français n'est pas un obstacle parfois quand on sait que nos agriculteurs ne parlent pas forcément ou nécessairement français tout le temps, surtout les sérères dans le monde un peu sérère? C'est pour ça que j'ai dit une information digeste. C'est-à-dire que si vous envoyez à mon parent Paul qui est là-bas dans le Ferlo en français ou un texte en français qui dit que il va pleuvoir, mais il va se supprimer automatiquement. Mais si vous l'envoyez ça en langue polar, un vocal par exemple à l'heure des vocaux, voilà, donc c'est sûr qu'il va l'écouter. Et s'il l'écoute, peut-être dans un premier temps, il peut ne pas y croire. Mais s'il l'écoute et qu'il voit qu'après 2 jours après, ce qu'on lui avait annoncé est là, il le fait une fois, 2 fois, mais il va dire que celui-là, il dit la vérité. Et donc, il va commencer à écouter et petit à petit, il va y croire et petit à petit, il va prendre en compte cette information-là dans ses décisions. Qu'est-ce que ça fait d'être un expert des données géospatiales, du spatial? On se croit un peu en avance sur son temps, on se dit privilégié, on connaît un peu le secret des cieux. Ça fait quoi? Dernière question et très rapidement. C'est ça, c'est une question piège, hein, monsieur Gay. Bon, on peut dire privilégié d'avoir quand même d'être dans ce milieu qui est assez très innovant, très passionnant. C'est une chance, je dis même c'est une chance. Voilà, c'est une chance pour nous d'être dans ce milieu, mais ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus du lot ou autre chose. Pour moi, c'est aussi vraiment un challenge pour nous. Le challenge, c'est que cette science-là, ces données-là qui sont très importantes, nous devons aussi faire en sorte que ces données puissent être utiles à la société. Donc, être dans ce monde-là, c'est une chance pour nous. Mais cette chance-là aussi, il faut faire en sorte que ce soit utile à nos parents Peul, à nos parents Diola et à nos parents Sérère, vraiment qui en ont besoin. Merci beaucoup. Et parlant d'espace, on signale qu'on pourrait atteindre les 28 degrés Celsius aujourd'hui pour la météo à Dakar. Merci beaucoup, Dr Gayan Faye. Alors, c'est moi qui vous remercie et ça a été un plaisir vraiment de partager avec vous, en tout cas surtout autour du projet spatial, pour que les gens sachent qu'aujourd'hui le Sénégal est en train de faire beaucoup d'efforts pour tirer profit du spatial, pour appuyer son développement. Rendez-vous avec vous, Inch'Allah, certainement d'ici à 2 ans, pour le lancement de ce premier satellite sénégalais à dimension réduite, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup. Dr Gayan Faye était notre invité ce dimanche sur iRadio, enseignant-chercheur et directeur du laboratoire de télédétection appliquée de l'Institut des sciences de la Terre de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci infiniment à vous, chers amis auditeurs, d'avoir été encore une fois au rendez-vous. Excellent dimanche, excellente semaine.